de crise en crise, toujours ramenant le présent. Bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, les petites nouvelles de juin, partie 1. Salut Sébastien, salut Flavie. Salut Gauthier. Bonjour. Alors, nous prouvons que le comptoir n'est pas le lieu du patriarcat aujourd'hui, puisque nous nous ouvrons à la présence d'une commentatrice de choc. Et nous pouvons faire des brèves de comptoir, que nous soyons hommes, femmes, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'adore être au comptoir dans une ambiance très patriarcale. Ouh là là. Ah, oh, moi, tu sais, je suis plutôt homme soja là-dessus. Mais il faut se méfier des hommes soja comme on va le voir pendant l'émission. Alors donc, on va commencer par un petit hors d'œuvre. Je sais pas, des petites olives qu'on va prendre avec des tiges. C'est l'aide que Gabriel Attal a apportée à Ayer lors de l'interview de celle-ci. Aïe, hein. On avait beaucoup de mal à prononcer son nom. Aïe. Puis ensuite, on va passer au plat de résistance, qui est le débat entre un youtubeur souverainiste, Pierre-Yves Rougeron, et on va dire un écrivain de gauche, François Bégodeau. Et après avoir analysé dans ce débat les malheurs, les souffrances, non pas du jeune Werther, mais du jeune youtubeur face à l'écrivain, et à l'homme, comment dire, d'un milieu social plus élevé, eh bien, nous broderons sur deux réflexions qui nous sont venues dans ce débat. Le retour de la geste héroïque française, portée à la fois par des youtubeurs d'extrême droite et par Emmanuel Macron. Nous nous demanderons pourquoi. Et enfin, nous continuerons sur, eh bien, zut, j'ai oublié mes notes. C'était quoi déjà, Sébastien, on l'avait dit, c'était super bien. Louis, pourquoi les gens qui disent qu'ils aiment la France sur Internet ne connaissent pas la culture française? Voilà. Alors, qui commence avec Gabriel et Aïe? Aïe, moi je n'ai pas vu parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, je ne regarde pas les débats. Donc. Là, ce n'est pas un débat en fait. C'est une sorte de brofiste en fait, qui s'est transformé en une autre forme de fils d'ailleurs, parce que Attal est venu s'inviter alors que Aïe, enfin je sais pas, bref. Elle était toute seule, c'est ça? C'était quelle? Elle était toute seule, elle avait l'interview, elle avait le lead là, elle montrait la direction qu'elle avait donnée à la France dans les institutions européennes, et là brutalement, il y a Gabi qui était par là, qui passait, qui s'invite, et qui fait une énorme séance de manspreading, où il dit « je suis venu te soutenir Valérie », et après il explique la vie, pourquoi le fascisme c'est mal, pourquoi les jeunes doivent aller voter, etc. Et là, pendant 4 minutes, et au bout d'un moment, les journalistes disent « oui, mais monsieur, elle n'aura plus le temps de répondre à nos questions », ce à quoi Gabriel, alors ça c'est le langage corporel, qui dit « j'en ai rien à branler ». Et voilà, il se barre. Et moi, je dis bravo l'artiste. C'est à peine exagéré. On voit la malheureuse Valérie Ayer, le sourire figé, telle une actrice où Hervé Einstein aurait passé la main sur l'épaule pendant la cérémonie des Oscars. C'est atroce, mais je pense que sur l'échelle de 1 à 10 du malaise, on est sur un 8,5 sans conteste, peut-être monter jusqu'à 9. Là, on est sur du gros malaise. Sur du lourd, comme disent les jeunes. Non, mais si Aïe avait eu une chance de redresser la barre dans les derniers jours, elle est mauvaise, c'est un fait. Mais elle n'était pas au courant alors, parce que généralement c'est très scénarisé ce genre de truc. Non, il était dans le. Parce que j'ai un peu. Ah oui, je suis en train de regarder là en même temps, j'avoue. Regardez ça par des gens qui avaient un peu de discours. Je regarde pour le fond, parce que j'imagine que c'est même pas nécessaire. Il a un petit costume gris brillant. Oui, bon. Ok. Ouais, et je vous laisse commenter, parce que là, pour le coup, je sais pas. Non, mais c'est un fait de majesté. Il s'est invité. Il avait été là pour une autre émission. Elle est là. Ah oui, c'est par ici, c'est par là. Et les journalistes n'ont pas osé. Enfin, même pourtant, au niveau de servilité
des journalistes du service public. Là, ils sont quand même un peu embiffés vers la fin, tellement c'était énorme. Ils sont... Si c'était une façon de dire que de toute façon elle est nulle et c'est nous qui faisons campagne à sa place, nous étant Attal et Macron, et ben il s'y serait pas pris autrement. Contrairement à ce qu'on entend parler, non, elle n'a pas été castée parce qu'elle était nulle et qu'il voulait se mettre en avant. C'est que les Européennes, par nature, aucun poids lourd, surtout à 2 ans de la fin d'un terme, 2 ans, non, presque 2 ans et demi de la fin du mandat d'un second mandat de président, aucun poids lourd ne veut aller au casse-pipe. Donc ils ont envoyé une parfaite inconnue, mais ils l'ont enfoncé encore davantage. Maintenant, on est à peu près, l'hypothèse comme quoi la liste Glucksmann passerait devant la liste de la majorité est devenue très très solide. Ça peut... C'est pas forcément une bonne nouvelle non plus. Hein. Non, c'est pas une bonne nouvelle, mais c'est vous dire à quel point. Mais est-ce qu'elle est si mauvaise que ça? Elle est dans son rôle. Nous, on la trouve mauvaise parce que. Mais après, il faut penser que sa prédécesseur était Nathalie Loiseau. Bah oui, voilà, à la limite. Mauvaise au sens où elle n'a pas été préparée du tout au débat, quoi. Et on sent très bien qu'elle est. Elle est assez antipathique, elle est assez agressive, elle a une voix extrêmement désagréable, de crécelle. Enfin, elle bafouille, elle fait des lapsus. Mais je trouve qu'elle a une grande assurance, hein, justement. Moi, j'ai trouvé très vite avec une bonne assurance déjà. Oui, mais de rien. Ce qu'elle dit, ce sont les éléments de langage d'En Marche. Moi, c'est toujours la question que je me pose. Est-ce que vous croyez que des communicants se sont dit sérieusement, Gabriel va lui faire une accolade pendant son interview, c'est une bonne idée pour monter dans les sondages. Je ne comprends pas en quoi c'est une bonne idée, en fait. Ouais. Je ne vois même pas l'argument. Les communicants n'en savent pas plus que les politiques. Donc, en fait, c'est à celui qui aura la première idée la plus débile. Peut-être que c'est pas assez clair. C'est vrai, comme elle n'est pas connue, il fallait vraiment valider le fait que ce soit la candidate du gouvernement. Il y a déjà eu un débat Attal-Bardella. Macron n'a pas arrêté de faire campagne Est-ce que, moi, ma question, après la débâcle aux européennes, vous croyez que Attal va être viré ou pas? Non. Mais non, personne n'est jamais viré pour subir une débâcle. Pour être nul, quoi. Enfin, non. Vous êtes des espoirs. Non, de toute façon, là, ça va le next, ça va être les Jeux Olympiques, la grande célébration, etc. Là, on va en bouffer pendant tout l'été. Il y a des types, il y en a qui vont se barrer très clairement. Il y en a quand même déjà qui pensent très sérieusement au municipal, etc. Parce que il y a quand même une ambiance de fin de règne qui est plus que qui flotte lourdement dans l'air, mais trouver quelqu'un d'autre que. Je rappelle quand même qu'à chaque fois qu'il faut changer de Premier ministre, Macron il met plusieurs semaines. Hein. Ouais. C'est quand même très laborieux. C'est depuis le quinquennat Hollande en fait, où on se dit, il y a une ambiance de fin de règne, on se dit, il va jamais tenir. Ouais, et ça tient bien quand même. Ça colle. Bon. Oui. Mais écoutez, je vous propose qu'on passe à un autre débat, qui est un débat qui a enflammé le net français, donc un débat sur quartier général, qui, si j'ai bien compris, ça s'appelle. Oui, c'est le cas de le dire. Ah, c'est pas de quartier, quartier. Oui, l'émission. L'émission, c'est pas de quartier, d'ailleurs. Donc c'est quartier général. Alors quartier général, on peut dire quoi? Que c'est de la gauche hors les murs, un petit peu radical, puisque le débat était animé par Aude Lancelin, qui est la compagne à la ville de Frédéric Lordon, une ancienne grande figure de Nuit debout. Donc c'est un peu de la gauche hors les murs. On l'entend plus beaucoup d'ailleurs. Pardon. Lordon, on l'entend plus beaucoup. Ouais. Un petit peu critique, c'est ça. En fait, c'est des gens qui sont critiques du libéralisme, du mais qui sont quand capitalisme même pas fachos, globalement. On peut dire que c'est le concept. Et donc, ils ont invité un youtubeur souverainiste français sur la liste de Florian Philippot, Pierre-Yves Rougeron, ainsi que l'écrivain François Bégodeau.
François Bégodeau, qui est un écrivain qui nous voit beaucoup, puisqu'il avait écrit une histoire de la bêtise, où il disait quand même que les bobos qui crachaient sur les lepénistes, c'était un peu des enculés, des hypocrites. Et puis après, il a écrit un autre livre, je ne me rappelle plus le titre. Notre joie. Notre joie, pour rappeler quand même que les lepénistes qui crachaient sur les bobos, c'était un peu des enculés, des hypocrites. Donc ça s'appelle la politique de l'équilibre. Si la stratégie française était comme ça entre les États-Unis et la Russie, ça serait merveilleux. Alors les lepénistes qui crachent sur les bobos, en quoi ils sont hypocrites à la limite? Oui, parce que lui a envie de les mettre en parallèle, mais bon, c'est pas exactement parce qu'en fait, le même. C'est quand même des lepénistes, mais c'est des Oui, oui, non, mais bien sûr. Non, mais moi j'avais beaucoup aimé Histoire de ta bêtise, qui a été très très bien recensée par Michel Drac. J'invite nos auditeurs à taper Michel Drac, Histoire de ta bêtise. Et, comme ça, si vous voulez éviter de le lire, vous écoutez 1 heure Michel Drac, c'est un très 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 belle émission. Et le livre est bien. Oui. C'est étonnant parce que le livre est bien et le type est absolument odieux en entretien. Et non seulement il est odieux, mais il est très faible intellectuellement. Son argumentaire se limite à traiter de raciste son interlocuteur. Ça ne change. Et toute personne qui ne fustige pas le capitalisme de A à Z, ou qui n'est pas un peu subtil sur le sujet, ça je vois son entretien avec De Vecchio, aussi se fait fustiger, parce que lui, il se déclare comme révolutionnaire radical dans la violence. C'est quand même la réponse qu'il a donnée à Alexandre De Vecchio sur le capitalisme, puisque De Vecchio lui disait « mais vous, qu'est-ce que vous préconisez ?» Donc tout ça pour dire que De Vecchio, quand même… Quand je vois Bégodeau, je l'imagine tout à fait utiliser la violence. Oui, oui, c'est un peu, voilà, c'est un peu comme quand Macron veut aller en guerre, on voit aussi Bégodeau dans la révolution armée. Mais voilà, je termine juste, mais voilà, il y avait face à De Vecchio et Bousquet, donc 2 personnes de droite, il avait quand même eu un petit peu de répondants. Ils étaient restés très… enfin, au moins, disons qu'ils étaient… c'est marrant, cette intimidation de la gauche envers les personnalités de droite, ils n'étaient pas forcément à l'aise du tout, mais ils avaient quand même des éléments de réponse. Moi, ce que j'ai trouvé choquant là, lors de cet entretien, c'est qu'il n'y avait aucun élément de réponse. J'ai lu cette comparaison, on aurait dit donc elle ne vient pas de moi, mais je ne sais plus qui je cite, on aurait dit un petit oiseau apeuré dans le coin dans un coin d'appartement qui passait son temps à reculer. C'était très impressionnant. Alors, qui reculait, moi je ne suis pas d'accord. Au contraire, d'abord, il a avancé. Il avançait pour tendre la main. Oui, et puis, à mesure qu'il se la faisait mordre, il continuait à avancer pour la tordre encore plus. Je pense qu'en fait, il y avait un vrai impensé dans le débat qui est assez typique du youtubeur de droite face à l'intellectuel de gauche. C'est que l'intellectuel de gauche, on pense qu'on veut de Bégodeau, mais c'est quelqu'un qui a un vécu, qui a un vrai ancrage dans le milieu culturo-mondain. Et donc, il a l'habitude d'être dans une vraie stratégie de survie parce que s'il n'est pas subtil, un coup je tape sur l'extrême droite, un coup je tape sur la gauche hypocrite, il va très vite se faire cancel. À ceci, on ajoute que Bégodeau a quand même aussi un vécu en termes de parcours intellectuel. Il a fait une cagne et une hypocagne. Et ça se sent dans sa manière de parler qu'il utilise les codes rhétoriques classiques. Et aussi, il a un vécu puisqu'il était membre d'un groupe de punk. Et quand on est membre d'un groupe de punk, dans sa jeunesse, on passe quand même par certaines galères. Donc tout ça fait qu'on voit qu'il y a un personnage qui a du vécu face, d'un autre côté, à un youtubeur. Et le problème des youtubeurs, et c'est souvent ce qu'on dit des réseaux sociaux, c'est qu'on vit un petit peu dans sa bulle, sans justement prendre le soin d'avoir les codes qui sont les codes du monde réel, en fait. Les codes des gens qui comptent dans la société, qui impriment un discours politique, qui impriment un discours intellectuel, qui, par exemple, peuvent parler à l'université. Et donc, brutalement, quand je pense que ce qu'on a vu, c'est quand quelqu'un passe 10 ans sur YouTube à parler seul, dès qu'il entre en contact avec le monde réel, comme dit Ernest Renan, je pense, le réel, c'est quand ça cogne.
Et bien là, Bégodeau a énormément cogné. Et on voit qu'il y a toujours quand même, alors c'est paradoxal parce qu'on dit toujours que les nouveaux médias sont en train de tout balayer, que YouTube c'est la nouvelle télévision. On voit qu'un YouTuber a vraiment un sentiment d'illégitimité. C'est pour ça que dès qu'il est face à quelqu'un du culturo-mondain, du système, il va chercher à se faire accepter. Ouais, Sauf que la différence, c'est que Bégodeau en a rien à foutre d'accepter Pierre-Yves Rougeron, parce qu'il est déjà en poste. Même si la gauche a perdu de son flambant, il a une vie. Tandis que l'autre a besoin justement d'être accepté. Et forcément, c'est un peu comme quand tu dragues une fille dans une boîte de nuit et que tu es un crevard mort de faim et qu'elle, c'est une pin-up, elle va sans doute te pisser dessus. Et oui. Ce qui est vraiment frappant, c'est oui, c'est ce qui ne veut pas dire que la pin-up a raison. Hein. C'est que passer à une introduction relativement soft sur un programme de fiction, on voit que l'autre Bégodeau commence déjà à le cataloguer à extrême droite, quelqu'un qui veut la guerre civile. Et au lieu de le remettre violemment à sa place, c'est quand même une accusation assez grave de souhaiter la guerre civile, ou de le dire, ou de défendre ses positions, mais non, pas du tout, mais oui, vous avez raison, mais oui, vous avez raison. Et la première heure se passe comme ça, j'essaye de faire un monde commun avec un type qui visiblement n'est pas là pour d'enfiler des perles. Lui, il est venu pour débattre, c'est-à-dire pour casser la gueule à quelqu'un, verbalement. Là, à 1h, ça bascule parce que Aude Lancelin a fait ses devoirs et a été à regarder des émissions, à lu, etc. Et elle commence à envoyer, parce que le problème du youtubeur, qu'il soit de droite, mais c'est plus grave quand tu traites de sujets politiques que quand tu fais du jeu vidéo, c'est que tu es tout le temps dans la surenchère. Il faut toujours aller à la chambre. Et c'est surtout, quand tu vas dans des émissions et où tu fais du copartage de vues, en fait, tu vas chez un tel, tu vas te mettre copain avec un tel, copain avec un tel. Le problème, c'est que tu en laisses un peu partout. Et on peut te suivre à la trace et t'accuser de tout ce que tu veux, hein, parce que tu as dit, ah bah oui, tu as parlé du grand remplacement, machin, sur le livre noir. Ah bah ouais, mais t'étais chez Papa. Ah bah ouais. Et à chaque fois, de deux choses l'une, c'est un peu le message qui lui était lancé. Soit vous êtes un droitard raciste, grand remplaciste, etc., et vous n'assumez pas, vous vous cachez. Soit, en fait, vous n'avez pas de conviction et vous vous contentez de répéter tout ce que les autres disent pour faire copain et faire des vues. Aude Lancelin le dit à partir de la première heure. Et dans ce cas, vous êtes un imposteur. Parce que nous, on voulait... Donc, et là, après, c'est la corrida, le massacre... Mais avant que j'oublie, parce qu'il avait donc 1001 occasions de répondre. Non, il ne répond pas parce qu'il n'est pas entraîné. Oui, mais là, par exemple, sur cette histoire de grand remplacement, je sais pas, moi, chaque fois, je suis assez tentée de répondre à la gauche donc, en fait, c'est des procédés rhétoriques complètement déments, parce que vous croyez ou pas à la théorie du grand remplacement, mais c'est pas tellement le sujet, c'est qu'à la limite, puisque ces personnes-là sont pour l'immigration, disons, de masse, on a envie de leur répondre, oui, j'y crois, et pourquoi pas, et pourquoi ce ne serait pas une bonne nouvelle ? Vous ne pouvez pas en même temps trouver que l'immigration est une bonne chose et considérer que ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existerait pas et que ce serait une bonne nouvelle ? Pardon. Mais là, je pense... Pardon, vous m'entendez ? Oui, non, c'est bon. C'est que le grand remplacement, à gauche, ça se dit la créolisation. Et ça, c'est beaucoup plus chouette. Ouais, là, c'est plus chouette, oui. Mais c'est facile de répondre ça. Écoutez, moi, je ne comprends pas pourquoi vous luttez à tel point sur ce terme, puisque vous le souhaitez. Donc, faut être... Et ça, c'est une façon de montrer à quel point ils sont assez malhonnêtes, puisque, en fait, l'idée est de dire qu'il n'y a pas de problème, mais qu'en même temps, les Blancs seraient toujours prédominants. Donc, c'est assez... et donc, tout va bien. Donc, ce serait assez raciste d'aller par là. En fait, moi, je trouve que c'est quand même assez paradoxal d'aller à un débat
qui s'intitule « La guerre civile est-elle possible ?» Parce que d'emblée, c'est en fait se faire orienter. C'est un type que personne ne connaît, hormis la sphère souverainiste, qui brutalement apparaît sur les écrans des gens. Et Pierre-Yves Rougeron, que pensez-vous de la guerre civile? Il y a une règle de base en communication, c'est que quand on accole aux personnes quelque chose, du genre terroriste, guerre civile, machin, eh bien, forcément, le lien se fait dans l'esprit des auditeurs. Donc là encore, c'est aller forcément à l'abattoir. C'est un piège dès le départ, oui. C'est un piège dès le départ, et c'est absolu. Et là, on voit quand même la quête de notoriété du youtubeur qui est prêt à n'importe quoi et à se dire oui, je vais m'en sortir avec des bons mots, comme je le fais sur YouTube. Je pense pas que c'est une question de youtubeur, parce que moi j'imagine d'autres youtubeurs face à Bégodeau, même quelqu'un qui vient de la gauche, par exemple, comme Greg Tavibian. Je pense pas qu'il aurait eu tel besoin de reconnaissance qu'il se serait écrasé à ce point-là. Je pense que c'est une question aussi de personnalité, malheureusement, d'une personnalité qui a ses fragilités, on va dire. Ah oui, ça c'est évident par le langage corporel et tout ce qui s'ensuit. Il était tout simplement pas prêt pour un débat, et il est bien possible. C'est un peu le problème de ces gens qui jouent un personnage parce qu'ils vendent un truc, comme ils vendraient ce sont des influenceurs. Non, mais Sébastien, on peut noter, par exemple, quand il est tout seul dans ses entretiens mensuels, il est d'une assez grande punacité, voire violence, quelquefois, dans les expressions de son visage et dans ses propos. Oui, il joue tout seul devant un écran, c'est un mâle alpha, et devant Bégodeau, qui n'est lui-même pas un mâle alpha, pourtant, il n'y a plus personne. Il a joué un rôle. Alors, est-ce qu'il y croyait lui-même? Mais ce qui est sûr, c'est que ça se vu que ce n'était qu'un rôle. Enfin, on avait vu un jeune homme qui voulait faire copain avec un grand frère, si tu veux, quelqu'un qui lui a écrit des livres, lui a tourné, a eu un film. Idéologiquement, s'il veut faire copain avec Bégodeau, qu'est-ce qu'il est censé les rapprocher idéologiquement? Une critique du libéralisme. Sauf critique du libéralisme, critique de la majorité, la montée du libéralisme autoritaire, dont Macron n'est que le chef de file. Il y a toute une génération de politiques. Ce libéralisme autoritaire qui est un terme un peu compliqué, enfin, qui est peut-être pas forcément compréhensible pour ceux mais qui a été défini comme ça. Hein. Donc c'est un libéralisme qui n'est plus un libéralisme, qui est un libéralisme qui nie même les fondements même du libéralisme, que sont la propriété privée et la liberté d'entreprendre. C'est ce vers quoi nous allons. Donc c'est le paradoxe, ce n'est plus du libéralisme. Donc cette critique, elle peut être faite, sauf que ça, c'est la position à la limite des souverainistes, mais le Bégodeau, il est anticapitaliste, donc c'est encore autre chose. Et d'ailleurs, ce débat entre eux n'a jamais eu lieu. C'est-à-dire que le débat, moi, ce que je reproche surtout au débat, c'est qu'il était nul, c'est-à-dire intellectuellement nullissime. Il n'y a eu aucun débat sur le capitalisme, sur le libéralisme, et sur l'immigration, c'était lamentable. Il tombait dans tous les pièges les plus minables, les plus... Justement, je propose qu'on essaye un peu de prendre de la hauteur, puisque c'est le but de la société et de la zone libre, et qu'on s'interroge sur deux choses qui m'ont un petit peu marqué dans ce débat, mais de manière plus générale. Et tout d'abord, la geste héroïque française. Parce que ce que reproche un petit peu Bégodeau à Rougeron, c'est de se payer de mots sur l'idée de la France, une France glorieuse, etc., etc., en faisant remarquer que c'est un discours qu'on voit désormais de plus en plus mainstream par rapport à il y a 20 ans, notamment dans le macronisme. Et là-dessus, c'est quand même assez fascinant de voir, on en parlait sur la question du débarquement, à quel point désormais l'idée d'une forme de gloriole française. Je me rappellerai toujours de Macron qui disait, quand on voit les gens de la résistance, les gens qui se plaignent parce qu'on a baissé de 5 € les APL ne savent pas ce qu'est la grandeur de la France. Il y a vraiment toute une récupération par le bloc libéral autoritaire, comme vous dites, de cette gloriole de la France, de cette gloire de la France, que portent beaucoup de youtubeurs de droite, alors qu'en réalité, je trouve que c'est assez creux derrière, c'est une gloire un peu Potemkin.
Mais ça, c'est complètement Potemkin de la part du gouvernement. Il récupère. D'ailleurs, c'est très très malhonnête parce que Macron est un fédéraliste et vise l'Europe. Et donc, ce projet-là est un projet qui n'est pas, qui est quand même par évidence antinational. Donc, il a fait ça depuis le début. Hein. Il a toujours pris des mots dans un shaker, il secoue, il les sort. Et donc, et les commémorations sans fin qu'il fait sont non seulement creuses, mais c'est plus grave, c'est qu'elles sont totalement fausses en réalité. Mais il sait que ça fait plaisir aux Français et ça permet de brouiller les cartes en fait. Et ça marche pas mal. Le brouillage de cartes a bien marché longtemps. Ça fait plaisir aux gens qui regardent la télé. Aux gens de droite aussi, aux boomers. Et encore une fois, oui, le brouillage de cartes est la spécialité de la Macronie. Et tactiquement, ça permet de suspendre le temps politique. Non, il se passe plus rien. Donc en fait, de commémoration, c'était très visible dans la fin. C'est pas lui qui l'a inventé. Hollande le faisait beaucoup. On a l'impression que le père François essayait de commémoration en commémoration jusqu'à la fin de mon mandat, je vais tenir comme ça et on va éviter parce qu'à chaque fois qu'on retombe dans le temps politique normal, on a une catastrophe par semaine. C'est un peu ça. Et je sais pas si vous avez remarqué aussi le visage, c'est vraiment un acteur, Macron, pour ça. Ah, mais ça. Les mâchoires serrées, le regard. Mais il n'est pas le seul. Il y a un côté anthropologique. Il y a un syndrome c'est les jeunes et les moins jeunes, personnes de trentenaires bien tassés, jeunes cadras, le syndrome OSS 117. Oui. Ils prennent des poses. Alors lui, avec Macron, c'est légendaire, mais c'est aussi un problème qu'a Pierre-Yves Rougeron et tous ces youtubeurs justement de droite. C'est comme ça. Vous voyez, ce côté, je m'invente des trucs. Le maître Macron s'est déguisé un nombre de fois absolument incroyable. Au début de son premier mandat, il a été déguisé dans tout, les pompiers. Moi, j'ai quand même toujours un peu une question, quelque chose qui m'interpelle. En faire des tonnes sur l'héroïsme, le panache français sur YouTube, il y a quand même une contradiction absolument gigantesque, parce que YouTube, c'est les GAFAM, c'est le symbole du mondialisme. On vend du patriotisme français pour faire monter l'algorithme qui va permettre d'avoir une rémunération. Enfin, là-dessus, moi, je trouve que l'héroïsme français, ça serait bien parfois de le laisser. Alors, je comprends que c'est un moyen de le transmettre aux jeunes, qui sinon regardent YouTube, et d'ailleurs maintenant ils regardent plutôt TikTok, mais il y a forcément un côté un petit peu creux, quoi. Petit côté après, ça dépend si on veut quand même donner aux jeunes l'idée de la conscription à l'avenir pour des guerres éventuelles. C'est quand même, encore une fois, le discours lors du D-Day était extrêmement va-t-en-guerre. C'était grotesque aussi, hein, mais il reprenait des termes de la Seconde Guerre mondiale. Le discours, je sais pas, il parlait de la jeunesse prête à se sacrifier, dont il savait qu'elle était prête à se sacrifier. Et à l'heure où les périls montent. Vous voyez ce type de phrase extrêmement désuète. Ouais. Surtout de la part de quelqu'un dont l'expérience militaire doit se limiter à Call of Duty, mais... Non, c'est pas vrai, il s'est aussi déguisé en Top Gun, tu te rappelles? Oui, je me souviens de Top Gun. Non, mais c'est hallucinant. Et en grande pompe, là, ils ont annoncé aux Ukrainiens, vous l'avez traité, je sais pas si vous l'avez traité mais là, on l'envoie de Mirage 2005. C'est-à-dire des avions de 3e génération qui sont complètement obsolètes. C'est les plus vieux avions qu'on ait. Il est en train de les fourguer, comme on a fourgué les VAB, parce qu'en termes, tout ça doit être remplacé par des Rafales. Enfin, c'est du foutage de gueule absolu. Tu vas pas t'en plaindre. T'imagines si on avait envoyé des Rafales, je suis sûr que tu gueulerais. Ah oui, mais de toute façon, on joue à un jeu très dangereux, etc. Mais il y a un vrai problème de fond, parce que ce qui frappe aussi chez Emmanuel Macron, c'est que il a le bagage culturel, le problème le plus faible de tous les présidents de la Ve République. Et n'est-il pas lui aussi Sarkozy, c'était pas terrible quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, justement, en parlant de bagage culturel, on va peut-être rebondir sur la dernière réflexion qu'on s'est faite suite au débat. C'est celle de du youtubeur qui aime la France,
qui aime la culture française, mais qui, en fait, ne peut absolument rien citer de la culture française. Et là, je me pose la question, pourquoi les gens qui passent leur temps à nous casser les couilles sur la France, qu'ils aiment la France et tout, en fait, connaissent si mal la culture du pays? Alors, mis à part le fait que le youtubeur en question avait probablement à un moment où la question a été posée, n'avait qu'une envie, c'était de filer le plus vite possible vers la gare Saint-Lazare pour rentrer chez lui. Mais bon, et qu'il avait probablement complètement KO. Je pense qu'il faut assumer, et d'ailleurs moi qui ai à peu près le même âge, et d'ailleurs on a toute cette génération, c'est qu'on est les premières générations à avoir été dont le lien avec la culture a été en partie abîmé. C'est encore pire pour les générations suivantes. Et qu'on est largement très américanisé. Il y a une vraie coupure avec le milieu culturel. C'est typique le Bégodeau du haut de sa cinquantaine, et peut-être la dernière génération qui a eu un vrai un accès sans filtre à la culture. Ça s'est restreint de plus en plus, et il y en a beaucoup, d'abord dans la France périphérique, ensuite par zone géographique, de toute des générations de jeunes Français, qui sont moins jeunes maintenant, dont le rapport à la culture de leur propre pays a été largement compromis, oui. Par l'américanisation, par les mass médias, par les sous-cultures. Après, on peut être politisé et pas forcément cultivé, ce sont deux choses différentes. Donc il a cornérisé sur quelque chose qui n'était pas forcément la raison pour laquelle il était là. Je crois que le cinéma, ça doit pas forcément être son truc. Après, sur la question littéraire, il voulait pas citer d'auteurs classés à droite, donc il faisait très attention. Je pense qu'il avait des auteurs en tête, mais qu'il pouvait pas les sortir. Et puis qu'il lit sans doute davantage d'essais que de romans, donc je pense que voilà, et que de temps en temps, quand on vous pose cette question, on peut avoir un trou noir parce que ça stresse, parce qu'il faut répondre tout de suite. Surtout que l'autre le regardait, le tapis, il était là en train pour lécher les lèvres. C'était atroce. Mais le problème, c'est qu'il était en stress dès le premier quart d'heure, donc c'était pas au bout de 2 heures, évidemment, il y a grand-chose. Et citer Juan Asensio, c'était pas très malin, dans le sens où Juan Asensio, c'est un critique, je crois pas qu'il a écrit de livres, et qu'en plus, pour le coup, il a quand même une couleur politique. Voilà, donc, c'était très maladroit aussi. Et en fait, paradoxalement, moi, je trouve que le culturo-mondain de gauche, ce qu'on appellerait les bobos, sont sans doute la dernière citadelle de la culture française. Alors, pas politiquement, mais parce que ce sont des gens déjà, dans les métropoles, il y a quand même un art de vivre à la française qui est préservé, l'idée du café, l'idée du bistrot, théâtre, des sorties cinéma, théâtre. Oui, et puis le cinéma, le théâtre, c'est eux qui font le gros des spectateurs, par exemple, des films français. Et c'est pas vrai de dire que le cinéma français est nul et non avenu. C'est juste disons que c'est un débat à avoir. Il y a des centaines de films français. Oui, il y a beaucoup de films, mais c'est vrai que il y en a qui, enfin, à chaque fois que je rentre en France, je vois des films français qui peuvent être intéressants, avec également en plus des coproductions. Le cinéma français, souvent, participe au cinéma mondial, etc. Donc, je pense quand même qu'il y a une mode du French bashing chez les youtubeurs politisés, notamment de droite, qui personnellement me saoule un petit peu. Alors que les gens de gauche vont peut-être parfois avoir des positions politiques qui peuvent être très critiques vis-à-vis de la souveraineté, de la République ou que sais-je, mais qu'il y a une vraie appétence pour une certaine forme. C'est pas le même bashing. Pierre-Yves Rougeron dit qu'il aime la culture française, alors c'est peut-être une culture plus classique, et il va éventuellement critiquer ce que c'est devenu. Alors Bégodeau est un mondain, un Parisien, et qui va défendre la culture de ce qu'elle est pour le coup devenue, et ce qui peut être critiquable pour certains. Moi, pour suivre l'actualité, cinématographique et littéraire, je peux dire qu'en effet, il y a une énorme production,
Et pour faire le tri là-dedans, dans un amas de médiocrité, de temps en temps, on sort une petite perle, mais enfin, franchement, la plupart des films français, Gauthier, j'imagine que tu en as vu, tu les oublies. Au pire, tu trouves pas ça si mal sur le coup et tu les oublies, ça n'imprime plus. Moi, je serais incapable de vous citer un film français qui m'a plu ces 12 derniers mois. Là, si Bégodeau me pose la question, je suis séchée. Alors après, je peux citer peut-être un film européen plutôt dans ces cas-là. Oui, mais après, quand tu regardes sur la dernière décennie, il y a des films français qui, alors on peut les aimer ou pas, mais je pense à The Artist, qui est un film. C'est pas très français, pour le coup, c'est un film à la gloire du cinéma hollywoodien. Oui, mais c'est aussi un regard de la France sur le monde. Enfin, moi là-dessus, j'ai toujours un problème, parce que une culture, alors j'aime beaucoup Chateaubriand, etc., mais une culture qui est Barbey d'Aurevilly, une culture qui reste à ça, c'est quand même aussi un peu une culture morte. Et quand la France actuelle... Non, mais il ne s'agit pas de ça. Activité. Portrait d'une jeune fille en feu, par exemple, ou en flamme, je ne me rappelle plus, c'est un film qui a imprimé à l'échelle mondiale. Bon, je ne l'ai pas vu, alors je ne peux pas... Voilà. Céline Sciamma, c'est bon. Oui. Voilà. Donc en fait, on a Tu l'as vu, Gauthier, ce film? Je l'ai vu il y a longtemps. Il ne m'a pas imprimé moi, mais c'est un film qui, à l'échelle mondiale, a imprimé. Oui, mais ça, c'est des questions aussi... Bref. Sébastien, toi, tu en penses quoi? Et puis après, on va conclure. Donc, la conclusion, c'est qu'on a d'un côté une génération qui s'est fait les dents sur les réseaux sociaux, qui aime son pays par instinct, qui a des instincts patriotes, mais qui n'a plus accès, mais qui s'est aussi un peu auto-exclu par un sentiment assez de loose, nous sommes des périphériques, on nous méprise, etc., qui n'ont pas été à la conquête de la culture, qui restent entre les mains d'un milieu qui, lui, par contre, fait vivre cette culture française, mais tout en étant très largement anti-patriotique. Et c'est ce qu'on a vu lundi dernier, c'est-à-dire quelque part, c'est le rendez-vous entre un type qui quand même est un prof, qui était au départ un prof, qui a abandonné sa vocation